J'essaie de nouvelles méthodes pour tenter d'être ensemble. Je suis la même. Et si maintenant le être ensemble passe par les vacances, je crains de continuer avec mes propositions. Et oui, je ne sais pas me contrôler en fait, rester calme et en retrait. La preuve, il y a 1 an. Je me souviens, on revenait de Martinique. Et après la grossièreté de Marc, là-bas, sous les tropiques, je m'étais dit « plus jamais ça ». Et me voilà, maintenant, retombée dans le piège. Quelle stupidité. Je m'y suis enfermée toute seule, sans qu'on me force. Elle traversait le boulevard, les toboggans pour enfants dessinaient leurs silhouettes désertées sur la plate-bande centrale. Ils étaient tous, Nine le savait bien ce soir-là, engagés sur les rails d'une organisation désormais précisément définie. Le départ était prévu pour le lendemain, les billets de train étaient retenus, les appartements loués. Elle avait elle-même posé chaque pion, chaque jour, sur l'échiquier de l'avenir immédiat, de sorte qu'un changement de décision, de Marc ou d'elle-même, à la dernière minute, apparaîtrait comme un scandale familial. Comment avait-elle pu être aussi naïve et croire qu'une annulation demeurerait possible? Ils étaient engagés maintenant tous de façon quasiment aussi impérative que s'ils s'envolaient pour la Martinique. Nine poussa le portillon qui s'ouvrait sur le jardinet de la copropriété. Elle était abattue, consciente qu'elle manquait de distance envers son fils. Il lui avait dit qu'il était malheureux au travail et qu'ils allaient s'ennuyer à Chamonix. Il n'y avait pas de neige sur les pistes, avait-il précisé. Il l'avait vu sur Internet. Nine croyait à l'honnêteté de chacune de ses paroles. Les plus inquiétantes étaient celles qui affirmaient son malheur au travail. Il n'était pas allé jusqu'à dire qu'il était malheureux avec Delphine, mais Nine avait senti qu'il n'aurait pas fallu l'inciter beaucoup pour qu'il emprunte cette voie. Rien n'allait dans sa vie. Il était triste, contraint, entraîné, comme s'il n'avait rien choisi dans sa propre existence. Il était une brindille poussée par les flots. Nine avait entendu cette détresse, ces considérations sur son travail et même peut-être sur sa vie avec Delphine, bien davantage que ses préoccupations sur le futur état des pistes à Chamonix, qui n'étaient évidemment par comparaison qu'anecdotiques. On a poussé notre garçon, se disait-elle. On l'a contraint comme une plante, on l'a entouré de tuteurs, à l'école, à l'université, pour son embauche aussi. On pensait qu'il resterait droit une fois les tuteurs disparus. Mais non, il s'effondre maintenant. La panique l'habitait. Roland et elle avaient, ensemble, créé la souffrance de Marc. Elle marchait. Lorsqu'une autre idée s'insinua discrètement dans son esprit. Les paroles de Marc étaient-elles réellement aussi dramatiques, aussi justes et aussi vraies? Marc ne s'était-il pas tout simplement laissé aller comme il l'avait fait si souvent quand il était plus jeune? Ne traversait-il pas ce soir un moment de faiblesse ou de panique ou de fatigue, accentué peut-être par sa dernière journée de travail avant leur départ? Ne vivait-il pas un instant critique de crise qui l'avait poussé à exprimer son grand malheur dans les bras de sa mère, Nine demeurant au fond la seule personne envers qui il pouvait se permettre d'abandonner pour un temps le statut de l'adulte, de redevenir pour un temps un fragile enfant. Nine s'interrogeait. Comment savoir si son mouvement d'humeur manifestait un malaise profond ou un bref moment de lassitude? Marc n'avait bien évidemment ce soir-là aucun désir de voir sa mère annuler les projets du lendemain. Nine délaissa l'ascenseur. Elle monta les 2 étages à pied, tentant ainsi de calmer son émotion. Elle ne put ensuite s'empêcher d'aller voir Simon, lui qui se montrait toujours nuancé et qui toujours cherchait à la protéger. Elle lui rapporta les propos de son frère. « Mais maman,
Tu ne le connais pas encore, ton fils, lui avait-il répondu. Simon avait choisi des deux interprétations imaginées par Nin la plus douce, celle qui éloignait le drame. Nin s'était senti apaisé. Marc l'avait frappé ce soir-là. Mais il ne s'était plus ensuite, une fois parti pour la montagne, montré sous ce jour. Et Nin s'était dit, au retour, que ce coup qu'il lui avait donné, sans prévenir, n'était sans doute pas le signe de sa vie en perdition, mais celui d'une défaillance, d'un moment, comme on en connaît tous. Marc avait repris, les jours suivants, une attitude responsable, sans se réfugier, vulnérable et plaintif, sous la protection maternelle. Nin en conclut qu'il ne se permettait cette attitude infantile et chagrine que lorsqu'ils étaient en tête-à-tête. Il était alors rattrapé par un déplaisant atavisme du passé. Il demeurait au contraire un adulte raisonnable en présence de sa petite amie. Nin éprouvait au fond d'elle-même une forme de soulagement, comme si Delphine avait pris le jeune homme en charge, pour le tenir, pour qu'il ne s'effondre pas telle une plante qu'on aurait privée de ses tuteurs. Nin était soulagée, mais elle se sentait aussi un peu coupable d'éprouver justement ce soulagement. Son fils s'éloignait et, au fond, elle s'en réjouissait. Mais, à dire vrai, si Nin avait un tempérament simple et facile, le lecteur le saurait, depuis longtemps déjà, et surtout en ce cas, tous ces livres qu'elle écrit depuis 20 ans n'existeraient pas. Deuxième partie, à Chamonix. Chapitre 1. Déambuler. Après la soirée du vendredi, riche en émotions, la journée du lendemain parut à Nin, par comparaison, d'une plaisante facilité. Elle avait précisément prévu chaque étape du voyage et il lui suffisait tranquillement de se laisser porter. Le train partait tôt le samedi matin. Roland et Nin prirent un taxi, en dépit de la proximité entre la place Daumesnil et la gare de Lyon, car leur petit cocker était devenu Kakoshim, et toute marche, aussi modeste fût-elle, devait lui être évitée. Lui furent donc épargnées les déambulations dans les couloirs du métro. Nin le porta ensuite sur le quai, jusqu'à leur wagon, dans un sac Ikea. Les trois jeunes gagnaient la gare par leurs propres moyens. Rémi exprima son habituel mouvement d'humeur. Il lui est strictement impossible de prendre un train sans traverser ce type de turbulence, à la grande contrariété de Simon. Il connaissait pourtant son père. Il avait déjà expérimenté ce type de mésaventure en août dernier, dans un train en partance pour la Bretagne. Mais il n'en fut pas moins, ce matin-là, désagréablement affecté. Nin demeura au contraire impériale et placide. Elle bénéficiait par rapport à son fils du privilège de l'âge et de sa très longue expérience de voyage commun avec Roland. Il semblerait que l'on finisse par s'habituer à tout phénomène qui se répète inlassablement et dont les turbulences s'achèvent immanquablement avec le temps par un effacement progressif. Le motif d'irritation de Roland fut en réalité si mince que Nin, qui écrivait son récit quelques semaines plus tard, l'avait alors presque oublié. Elle fit appel à sa mémoire et retrouva quelques réminiscences, toutefois relativement imprécises. Elle avait peut-être pris du retard sur le quai, derrière Roland et Simon, qui, partis en quête de leur place réservée, l'avaient légèrement devancée. Elle était chargée du chien, elle s'était trompée de wagon, et les avait rejoints quelques minutes après leur propre installation. Quel était donc le problème? S'était-elle demandé, découvrant la vive contrariété de Roland. Pourquoi cette inquiétude? Nous ne courions aucun risque de manquer le train, avait-elle sereinement conclu. Elle ne fut de la sorte que très modérément émue par l'humeur de son mari. Simon et elle durent encore assister au spectacle
de son adrénaline qui atteignit de dangereux sommets, car la venue de Delphine et de Marc ne fut pas très exactement simultanée à celle de Nine, mais à peine postérieure. L'événement est-il gravissime s'était-elle cette fois encore demandé? Absolument pas, s'était-elle posément répondu à elle-même. Le départ du train n'était pas imminent, mais elle réalisa qu'il eût été franchement regrettable, lorsque l'on s'appelle Roland et que l'on est incapable de prendre le train calmement en famille, de ne point tirer profit de cette évidente source d'énervement. L'atmosphère s'apaisa. Assise dans le train près de Delphine, Nine n'avait pas réellement pu travailler ses textes. Elle avait sans doute lu et probablement, principalement, d'après ses souvenirs, des écrits de Louise, l'une de ses amies âgée, souriante, et qui cultivait une sage et douce philosophie de la vie. Le voyage fut rapide. 3 heures plus tard, ils arrivaient à Bellegarde. Un taxi les y attendait. Nine avait découvert, alors qu'elle préparait leur expédition, que les trains directs de Paris à Chamonix n'existaient plus. Tel était du moins le cas lorsqu'elle avait réservé les places. Quel progrès depuis notre dernier voyage, s'était-elle dit. Une arrivée à Bellegarde au lieu de Chamonix à 100 kilomètres de notre destination. Le service proposé aux clients s'améliore, c'est l'évidence. Mais elle finit par apprécier tout compte fait ces nouvelles conditions, la durée du voyage, y compris le trajet en taxi, s'était ainsi trouvée réduite à 4 petites heures, au lieu des 6 à 7 heures imposées par un train qui les aurait menés jusqu'à destination sur le mode omnibus en fin de trajet. La dépense était un peu plus élevée, mais Nine ne le regrettait pas. Les 3 jeunes travaillaient et leur temps était précieux. Leur premier après-midi à Chamonix fut superbement efficace. Sans voiture, ils parcoururent à pied différents quartiers de la ville. Ils prirent possession des 2 appartements ainsi que du linge fourni par l'agence de location. Simon fut équipé d'un bel anorak, alors que Marc voulut absolument garder sa veste de coton. Il accepta en revanche un nouveau casque. Delphine obtint son tout premier casque de skieuse. Ils se préoccupèrent aussi des forfaits hebdomadaires de remontée mécanique, mais ils n'eurent pas à s'inquiéter des séances d'initiation au ski pour Delphine. Nine l'avait inscrite depuis Paris au cours collectif qui lui convenait. Ils déployèrent une fructueuse activité, l'ambiance était plaisante, Nine s'en réjouit. Elle était à l'origine du voyage et, en cas de désagréable anicroche, matérielle ou morale, elle aurait été tenue pour responsable. Plus précisément, elle se serait tenue elle-même pour responsable. Ainsi va la vie, en son esprit du moins. Marc n'avait pas renoué avec sa morosité de la veille. La présence de Delphine changeait le contexte. Est-il possible de se montrer maussade devant ses parents, qui prennent en charge toutes les dépenses, et devant sa petite amie, laquelle est plutôt curieuse de découvrir le ski? Il semblerait que non. Dans ces conditions, l'on se prend en charge, l'on devient adulte, et c'est bien confortable pour les parents, notamment pour la mère, lorsque celle-ci est à l'origine de l'aventure. L'on refuse également, en ce cas, de se voir offrir un nouvel anorak. Les parents utilisaient certes très volontiers leur carte bleue, mais Marc n'avait nullement éprouvé l'envie, devant Delphine, d'avoir l'air d'être inconsidérément gâté. Cette première journée consista dans les faits à se pencher sur les différentes obligations indispensables pour que les jeunes puissent, les jours suivants, profiter enfin de ce pourquoi ils étaient en toute théorie venus, à savoir descendre quelques sympathiques pistes de la Vallée Blanche. Mais ils réussirent cependant ce jour-là, même s'il ne fut dans un premier temps pas des plus amusants, à se ménager quelques bons moments, tels que Nine les conçoit, c'est-à-dire à partager du temps ensemble sans être occupés par des considérations matérielles. Ils conclurent en effet
leurs diverses déambulations piétonnes dans la ville, par une soirée au restaurant. La cheminée de la grande salle qui les accueillit abritait des braises rougeoyantes qui se consumaient sous de lourdes et longues bûches. De beaux objets anciens que des antiquaires avaient dû trouver dans les fermes environnantes ornaient de magnifiques coffres de bois. Les vacances commençaient alors réellement aux yeux de Nine. Il ne leur restait plus qu'à parler tous les 5, détendus, uniquement pour le plaisir. Chapitre 2. Style. Simon fut enchanté par son nouvel anorak. Il le porta très normalement chaque jour sur place à Chamonix, et il continua, de retour à Paris, à le préférer à tout autre vêtement. Le froid fut vif cette année-là dans la capitale, et il arbora, souriant, sa nouvelle veste, bleu marine à l'allure mode et décontractée. Le regard aimant et admiratif de sa mère se portait sur lui, élégant, à l'aise, mince, sportif et détendu. Il savait ce qui lui allait bien. Une ondée de douceur envahissait le cœur de Nine. Chapitre 3. Amusement sportif en montagne. La famille n'eut pas à se préoccuper de réserver des cours pour Delphine. Nine avait anticipé que leurs premières heures à Chamonix seraient d'ores et déjà amplement emplies par les multiples démarches indispensables avant tout amusement sportif en montagne. Elle avait voulu simplifier autant qu'il était possible les préparatifs sur place et n'avait pas compté ses efforts à Paris. Alors, avait-elle imperturbablement demandé à chacune de leurs réunions familiales « Dites-moi, je fais quoi pour Delphine ? Je réserve 2 heures de cours particuliers par jour ou bien plutôt 4 heures de cours collectifs ?» Nine avait sa préférence. Elle supposait qu'il serait plus drôle pour Delphine d'apprendre dans un groupe plutôt que seule avec un moniteur. Elle-même avait de bons souvenirs d'ambiances chaleureuses et riantes pendant des vacances avec ses parents dans des clubs méditerranéens des Pyrénées ou de Haute-Savoie. Il n'était par ailleurs à ses yeux pas négligeable que Delphine soit occupée assez longtemps le matin, pendant que ces 2 garçons auraient toute liberté pour s'amuser en descendant à grande vitesse de belles pistes enneigées. Delphine également aurait plus de chances d'apprécier la montagne et ses paysages, l'ambiance hivernale et son atmosphère vivifiante, ainsi que le sport lui-même, en passant plus de temps sur les skis. Nine avait eu un comportement singulièrement staccanoviste avec ses fils quand ils étaient enfants. Ils n'avaient pas eu le choix. Les cours collectifs les avaient poussés sur les pistes du matin au soir. Lors de leurs séjours alpins, elle avait agi de la même façon pour la voile à Kerbian. Ils avaient, quel que fût le temps ou leur envie personnelle, passé leur matinée bretonne sur des bateaux de l'école de voile. Nine avait fait en sorte que Marc et Simon vivent de nombreuses heures sur un bateau pour leur bien, pour qu'ils connaissent le bonheur d'être au plus près de l'océan, le temps de la sortie en bateau. La même démarche l'avait animé au sport d'hiver, pour leur bien également, pour qu'ils aiment intimement le temps de leur balade sur des skis, l'exceptionnelle et majestueuse nature. Nine trouvait sympathique que Delphine approche la montagne de cette même façon. Elle posait la question à chaque repas, elle n'obtenait pas de réponse, elle insistait, elle devait savoir pour réserver, répétait-elle, et enfin Delphine avait pris sa décision. Elle avait dû en parler en tête-à-tête avec Marc, qui sans doute, pour ce que Nine connaissait de son fils, ne devait pas être mécontent de la perspective de passer de longues matinées seul avec son frère. Delphine et lui en avaient probablement discuté, et Marc, sans qu'il semblât vouloir se débarrasser de Delphine, avait vraisemblablement conclu que 4 heures quotidiennes de cours collectifs pouvaient être une bonne solution. Toujours est-il que Nine obtint enfin un soir sa réponse. Delphine était d'accord
Elle choisissait l'initiation en groupe. Nin n'aurait pu espérer réponse plus satisfaisante. Elle s'était, dès le lendemain, empressée de décrocher son téléphone pour réserver les cours auprès de l'école de ski. Nin s'était de la sorte bien gardée, alors qu'elle préparait à Paris leur arrivée, au pied de l'imposant Mont Blanc, de livrer de vastes pans de l'organisation à l'inconséquent hasard. Chapitre 3. Sabots et plateaux de cuivre. Ils dînèrent le premier soir dans le restaurant du Mont Chu, orné de vieux sabots de bois et de balances à plateaux de cuivre, occupés par une savoureuse raclette et des jeux de téléphone qui circulaient entre Delphine, Marc, son père et son frère. Ils se photographiaient mutuellement et grimaient leur visage sur l'écran numérique avec des accessoires réjouissants tels que des paires de lunettes, des moustaches, des barbes ou autres postiches. Leurs portraits, ainsi modifiés, passaient de main en main, accueillis par des sourires ou des éclats de rire selon le degré d'hilarité provoqué par l'observation du résultat obtenu. Ces échanges n'étaient pas palpitants, ni n'aurait préféré une conversation plus tenue, mais enfin, ils savouraient la légèreté de l'instant, ni n'allaient pas s'en affliger, l'ambiance était détendue, ils rentrèrent ensuite pour la nuit, chaque groupe dans son appartement respectif, les parents d'un côté et les trois jeunes de l'autre. Chapitre 4. Des séracs étincelants. Delphine et les deux frères entamèrent le lendemain leur équipée sportive. Les parents, qui anticipaient avec plaisir une journée tranquille, vécurent effectivement de paisibles heures. Ils longèrent la rivière, apercevant des cailloux ronds et luisants sous le flot transparent, et de jolis chalets au milieu de sapins, peu enneigés cette année-là. Parents et jeunes gens dînèrent ensemble au restaurant, comme chaque soir de la semaine. Marc fut, pendant tout le séjour, passionné de raclette. Il se servait d'étonnantes quantités. Il prit plusieurs kilos en une semaine, Nin observait. Elle essayait de comprendre l'origine de cet appétit hors du commun. Delphine et Marc étaient un couple de jeunes qui travaillaient dans la journée. Il n'était pas impossible que Marc soit assez impressionné par l'intellect de sa petite amie. Il vivait avec la première de promotion du master compta contrôle audit, une personne rassurante et concrète qui paraissait garder en toute occasion les pieds sur terre. Peut-être était-il fier de partager sa vie avec une amie qui disposait de performants neurones, mais il était évident qu'il ne pouvait, ce chanceux jeune homme, bénéficier de tous les avantages à la fois, et Delphine n'était sans doute pas extrêmement préoccupée par la question des repas du soir. De façon plus générale, la jeune fille ne semblait éprouver aucune envie de se charger plus que son petit ami de l'intendance domestique. Elle avait deux frères, issus d'un milieu modeste, elle était la seule à avoir entrepris des études supérieures, et même si dans sa jeunesse elle réussissait immanquablement ses examens, sa mère avait probablement eu tendance à tenter de lui attribuer une part des tâches matérielles, équivalente à celle de ses frères, ou bien, pourquoi pas, éventuellement supérieure. Nin n'avait d'autre solution que d'imaginer ces différents scénarios. Cette attitude de la mère de Delphine, consciente ou non, pouvait être issue d'une sorte d'atavisme coutumier familial ou encore du désir, par Annie, la mère de Delphine, d'expression de soi, de revanche personnelle ou d'un simple comportement de réitération du même envers sa propre fille. Delphine avait vraisemblablement défendu sa position face à sa mère et à ses frères, se forgeant ainsi une personnalité affirmée avec la conscience que les rapports de force structurent l'essentiel des relations humaines.
Nin supposait que Delphine ne l'oubliait pas dans le cadre de son travail. Elle se la figurait tout à fait apte à défendre ses prérogatives. Quant aux soirées, en tête-à-tête, qu'elle vivait avec son petit ami, leur organisation devait parfois demeurer relativement indéfinie. Il n'était pas rare que Marc s'arrête, au retour du travail, à l'Ami Caline, où il achetait un repas complet contenu dans un sandwich. Nin l'avait aperçu à plusieurs reprises rentrant chez lui, en possession de ce type d'encas roboratif et rapidement avalé. « Mais alors, tu ne manges pas avec Delphine ?» lui demandait-elle. Sa réponse n'était pas explicite. Il avait sans doute besoin, pensait Nin, d'emplir son estomac de façon suffisamment consistante. Sa silhouette était devenue mince et longue, à n'en plus finir. Delphine, quant à elle, jolie et à l'aise dans son corps, avait un visage doux et harmonieux, de beaux yeux bruns et de magnifiques longs cheveux châtains. Sa silhouette, étoffée par quelques rondeurs, ne respectait pas précisément les canons de la mode, et peut-être n'était-elle absolument pas gênée certains soirs par la sobriété de quelques-uns de leurs dîners. Marc avait maigri depuis 2 ans qu'il habitait Cour-de-Valbois, et peut-être se rattrapait-il de la sorte pendant sa semaine savoyarde, comme s'il rééquilibrait le passé, ou encore comme s'il anticipait son immédiat avenir alimentaire. Il commanda, sans se lasser, une raclette chaque soir, engloutissant, en d'impressionnantes proportions, pommes de terre, fromage et charcuterie, qu'il complétait ensuite par de plantureux desserts chocolatés. Il n'en avait jamais terminé, son estomac semblait sans limite. Ils choisirent, le 2e soir, afin de varier les plaisirs, d'aller à la Potinière, une grande brasserie dont les dorures et les miroirs étincelaient autour des tables. Nin avait décidé ce soir-là d'intervenir davantage dans les échanges familiaux pour mieux apprécier le moment. Elle avait acheté des cartes comportant des devinettes de culture générale ou de logis. Le jeu, qui avait bien amusé chacun autour de la table, eut moins de succès les soirs suivants. Nin choisit alors de rester en retrait, puisqu'elle ne parvenait pas à susciter une conversation qui l'intéressât réellement. Elle était cependant contente d'être là, et de les voir ensemble, dans une atmosphère joyeuse où un bavardage léger allait bon train. Les vacances s'écoulaient, sympathiques et harmonieuses. Nin était tranquille, personne ne s'ennuyait dans la journée. Delphine avait ses cours pendant 4 heures chaque matin. Les garçons devaient donc, eux aussi, se montrer suffisamment actifs, sportifs en l'occurrence, dès les premières heures de la journée. Les perspectives alarmistes de Marc, selon lesquelles l'absence de neige les empêcherait de skier, s'étaient révélées relativement justifiées. Une faible part, de l'ordre de 10%, de l'ensemble des pistes était ouverte au public. Skier se trouvait être dans ces conditions peut-être un peu moins amusant, mais demeurait toujours possible, compte tenu de l'ampleur à l'origine du domaine proposé aux sportifs alpins. Nin avait été rassurée, les jeunes ne purent évidemment pas, puisque la neige manquait, connaître le plaisir de chausser leurs skis et de quitter directement l'appartement, qui était pourtant situé au bord des pistes. Mais cet inconvénient ne revêtait, l'on en conviendra aisément, qu'une très modeste importance. Roland et Nin avaient rapidement compris que les 3 jeunes n'exprimaient pas, au cours de ce séjour, de puissants désirs d'indépendance. Ils skiaient, certes, le matin, ils déjeunaient d'un modeste sandwich, mais Marc ne tarda pas à suggérer de découvrir avec les parents dans l'après-midi les diverses curiosités touristiques de la région. La présence de Delphine modifiait ainsi le style des vacances. Marc n'avait pas montré dans le passé une volonté aussi explicite de passer du temps avec Nin et Roland, ni de profiter du charme des environs. Les dernières années, il skiait seul avec son frère,
Tous deux descendaient les pistes à l'heure qu'ils souhaitaient. Ils ne se levaient pas aux aurores, les parents étaient prêts avant eux pour entamer leur promenade du jour. Marc et Simon ne quittaient en toute tranquillité l'appartement que plus tard, en fin de matinée, mais cette fois-ci Delphine devait se lever tôt. Elle rejoignait son cours dès 9 heures du matin, devant la maison des guides de haute montagne. Le ski à 3 ensuite dans l'après-midi, qui aurait réuni Marc, Delphine et Simon, ne se révéla pas tout à fait simple, en raison de leur différence de niveau. C'est alors que l'organisateur en chef du trio, à savoir Marc, qui se voyait spontanément attribuer ce rôle parmi les 3 jeunes, avait eu l'idée des sorties de groupe avec les parents. Roland et Nine avaient échangé de brefs regards, surpris ou interrogatifs pour le moins. Ils découvraient une nouvelle façon d'être ensemble dans ce joli village dominé par le glacier des Bossons, dont les séracs étincelaient les jours de soleil. Dans leur passé savoyard, chaque groupe, les jeunes d'un côté et les plus âgés de l'autre, passaient leur journée séparément. Le soir, les voyaient plaisamment réunis, ils en avaient l'habitude. Roland et Nine constataient le changement et acquiescèrent bien évidemment avec un enthousiasme qu'ils voulurent manifeste aux propositions de Marc. « Oui, oui, disait-il, retrouvons-nous, bien sûr, nous n'aurons que l'embarras du choix, avec la mer de glace, l'aiguille du Midi et tout le reste encore, la patinoire, la piscine, pourquoi pas, ce sera parfait, quelle bonne idée vraiment !» Telles étaient leurs réponses. Adopte-t-on en effet une autre posture devant ses enfants? Et pourtant, en même temps qu'ils approuvaient sans réserve ces nouvelles perspectives, Roland tout comme Nine plus clairement que Roland à dire vrai, avait conscience que leur pensée profonde n'était pas très exactement celle-ci. Ils le savaient, sans même avoir besoin de se le dire, mais ils en parlèrent. Ensuite, quand ils furent seuls l'un avec l'autre, Nine surtout eut besoin de commenter, de mettre au jour, d'analyser, de souligner. Roland était plus conciliant et plus doux, il s'adapte plus aisément que Nine aux situations nouvelles. Il écoutait Nine bien plus qu'il ne s'exprimait lui-même. « Ce n'est pas très simple, disait Nine, tu ne crois pas qu'il pourrait, peut-être, de temps en temps, franchement, se débrouiller un peu tout seul, il pourrait s'occuper, skier par exemple, et ensuite on se retrouverait le soir, tranquillement, ce serait aussi bien. » Nine et Roland avaient en effet leurs habitudes personnelles établies depuis longtemps au fil de leurs différents séjours à la montagne. Ils se plaisaient à leur organisation précisément rodée, et les heures des journées ainsi structurées étaient presque comptées. Ils avaient coutume de savourer, après leur balade du matin, un bon déjeuner, dans de confortables restaurants. Roland profitait ensuite de l'appartement, il se reposait, ou bien il lisait, sur son téléphone ou encore sur papier, de façon plus classique. Nine s'installait dans un café sympathique, et elle travaillait ses textes. Et ne voilà-t-il pas que leurs séduisantes activités se trouvaient notablement bouleversées? Le temps passait désormais à une vitesse effrénée. Dès 14 heures, ils retrouvaient les jeunes, et dès lors devaient encore prévoir l'organisation de l'après-midi. Nine avait, à dire vrai, d'ores et déjà eu son comptant d'organisation. Elle se sentait assez coupable d'éprouver de tels sentiments. Elle avait désiré ses vacances pour être avec eux, certes, mais elle prenait conscience qu'elle souhaitait en réalité être avec eux à sa façon. Elle avait anticipé l'organisation matérielle du séjour, elle avait imaginé les jeunes heureux de leur côté, pendant qu'elle-même et Roland vivraient également d'agréables moments de loisirs. Elle avait en réalité envisagé des vacances similaires à celles qu'elle avait connues auparavant. Mais Delphine était présente désormais. Les conditions n'étaient plus les mêmes. Nine n'avait par ailleurs jamais été passionnée par le tourisme. Elle n'appréciait pas les endroits fréquentés par de trop nombreux visiteurs. Les parents se gardaient cependant bien d'exprimer le fond de leurs pensées. Leur journée était très écourtée, leur promenade du matin réduite à une portion extrêmement congrue. Ils ne déjeunaient pas au restaurant, Roland s'y opposait, soulignant qu'ils dîneraient le soir à l'extérieur. Nine n'aurait pas été gênée d'accompagner de nouveau le soir les jeunes dans un restaurant tout en ne commandant qu'une légère salade. Mais Roland se disait incapable d'agir de cette façon.
Roland et Nine n'étaient de la sorte pas loin d'éprouver la sensation d'être plus ou moins à la disposition des jeunes. Ils attendaient de les retrouver en début d'après-midi, mais leur but était, n'est-ce pas, indubitablement, de satisfaire leurs enfants. L'on est indiscutablement heureux, n'est-ce pas, lorsque l'on est parent, de contenter ses enfants. Et des parents, normalement aimants, éprouvent très naturellement une belle reconnaissance lorsque leur présence est souhaitée par leurs enfants. Roland et Nine étaient, quoi qu'il en soit, ainsi faits, ou bien ils souhaitaient l'être, ou encore ils souhaitaient se montrer ainsi devant leurs enfants. Chapitre suivant. Courir. Ils bavardaient en famille, le soir, autour d'une table de restaurant. Les jours s'écoulèrent, paisibles et agréables, jusqu'au mardi, où sévit une forte tempête en haute montagne. Nine était demeurée tranquille, elle savait que les jeunes profiteraient, quel que soit le temps, du grand air sur les cimes de la vallée blanche. Delphine rejoindrait son groupe et les garçons n'auraient dans ces conditions d'autre choix que de chausser leurs skis. Ils avaient tous les 5 convenu de se retrouver en début d'après-midi. Ils décideraient alors d'une occupation ensemble qui suivrait l'activité sportive. Le temps passait, les bourrasques agitaient violemment les branches des sapins. Les garçons ne rentraient pas. Delphine, de retour à l'heure habituelle, les attendait devant la porte de leur appartement. Les jeunes s'étaient mal répartis les clés de l'agence, et Nine proposa à Delphine de venir chez eux jusqu'à l'arrivée de Marc et de Simon. Il ne tarderait pas, lui répondit la jeune fille. Elle resta sur place. Nine rejoignit Roland et l'attente commença. Les quarts d'heure passèrent, puis une demi-heure, une heure complète ensuite, et davantage encore. Nine se décida, aux alentours de 15h30, à aller frapper à leur porte. Les garçons venaient juste d'arriver. Ils étaient en pleine opération de désharnachement. Anorax et Damar envahissaient tout l'espace de la modeste pièce. 2 grands garçons qui se dévêtissent après une séance de ski dans un espace singulièrement réduit produisent rapidement un impressionnant spectacle de désastreuse surabondance. À peine Nine avait-elle posé l'extrémité d'un pied sur le seuil de leur logis, à peine avait-elle prononcé la plus anodine des questions sous la forme de l'apparemment légère et naïve remarque, alors comment ça va, qu'elle déclencha une avalanche de plaintes acrimonieuses. Marc avait pris la parole pour ne plus l'abandonner. Nine, une fois sa malencontreuse interrogation formulée, n'eut plus la moindre possibilité de placer un seul mot. C'était affreux, vitupérait le jeune homme, on n'a rien fait, on n'a pas skié, on est monté en haut de la piste une telle, elle était fermée, on n'y voyait rien, on a dû attendre un télésiège pour redescendre et il était en panne, on est resté là pendant des heures dans le froid sans bouger, c'était horrible. Et enfin, il est arrivé, on est redescendu, voilà pourquoi on est si en retard, voilà, c'est cela notre journée, j'en ai assez. Assez vraiment de ces conditions, ce n'est plus possible. Avec la tempête, et en plus, il n'y a pas de neige. Je ne skierai plus de toute la semaine, c'est fini, terminé, j'arrête les frais. Nine écoutait sans répondre. Il était trop fâché pour qu'elle exprimât la plus discrète des opinions. Quoiqu'elle réussît cependant à énoncer quelques commentaires, doux et conciliants, à peine murmurés, au sein du tumulte environnant, tout en opérant en même temps une judicieuse retraite vers la porte demeurée ouverte. Bon, bon, balbutia-t-elle, je vais vous laisser, je crois, prendre votre douche et vous changer. Vous nous appellerez ensuite quand vous serez prêts, si vous voulez faire quelque chose cet après-midi. Elle se tut, elle s'éclipsa tout en reculant, au sens métaphorique et également très concret du terme.
vers la sortie, abandonnant le champ de bataille saturé d'effluves acrimonieuses. Elle rejoignit piteusement Roland, qui écouta son calamiteux récit des récents événements. La mère et le fils se parlèrent ensuite au téléphone. Ils convinrent d'aller à la piscine. Simon n'avait aucune envie d'accompagner le couple. Marc se sentait quant à lui très probablement obligé d'escorter Delphine en cette sympathique après-midi savoyarde. Peut-être aurait-il préféré cultiver une oisiveté bien méritée après sa matinée mouvementée, mais il lui fallait tenir compte de Delphine et il semblait dans ces conditions visiblement préférer ne pas être seul à faire l'effort d'occuper la jeune fille. Simon ne suivrait pas le mouvement. Marc avait dès lors appelé sa maman, ou bien non. Ce cheminement intérieur de Marc pouvait n'être qu'une interprétation de Nine. Marc, n'appelant sa mère que parce qu'il était convenu qu'il décroche son téléphone une fois les préparatifs achevés en vue de l'après-midi. Telles furent cependant, sur le moment, les pensées de Nine. Son fils devait à coup sûr préférer la sortie de groupe plutôt que le tête-à-tête. Et elle s'empressa, cela va sans dire, d'exprimer le désir de lui rendre service. Laisse donc ton frère se reposer, lui dit-elle. Je viendrai avec vous à la piscine. Oui, aucun problème, cela me plaît beaucoup. Nine rassembla aussi vite qu'elle le put les différents attributs dont elle n'aurait su se séparer, à savoir son livre en cours de lecture et ses cahiers, ses stylos et son ordinateur, ainsi que les équipements plus conjoncturels du moment qu'étaient son maillot, son bonnet et ses lunettes de bain. Elle choisit cependant, avant de les rejoindre, de courir vers l'école de ski. Elle avait l'intention de retenir 2 heures de cours particuliers pour le lendemain et les jours suivants. Un moniteur pourrait ainsi montrer chaque matin à Marc et à Simon quelles étaient ce jour-là les pistes praticables. Marc n'aurait ainsi plus de raison de refuser de skier. Il ne réitérerait pas, accompagné par un moniteur, le fiasco de la journée. Il connaîtrait les lieux accessibles et pourrait ensuite, une fois le cours terminé, continuer à skier en ces endroits accessibles. Nine avait longtemps attendu son tour, derrière une femme, une Italienne, richissime apparemment, qui organisait les cours pour ses enfants. Elle ne connaissait visiblement rien à l'organisation sportive de la ville. Elle n'éprouvait pas la moindre gêne pour ceux qui, derrière elle, avaient leurs propres soucis. Ce sentiment d'assurance étant l'un des avantages procurés en règle générale par la possession de longue date d'une belle fortune. Elle multipliait d'une voix forte et bien timbrée des demandes évidentes qui montraient qu'elle ne s'était en rien donné la peine de chercher auparavant la moindre information préalable. Nine ne supportait plus. Marc et Delphine l'attendaient à la piscine. Que ferait-il s'il ne la trouvait pas? Elle ne pouvait pas leur téléphoner. Elle n'avait informé personne de sa démarche auprès de l'école de ski. Enfin, elle réussit à conclure son affaire. Elle courut ensuite sur une distance de plus d'1 kilomètre jusqu'à la piscine. Une fois arrivée, elle crut les apercevoir tous les deux au bord de l'eau derrière la vitre de l'entrée. Elle leur adressa un signe de la main. Ils ne la virent pas. Elle entra, se déshabilla, se précipita vers les bassins où elle ne les trouva pas. L'inquiétude resserra son étreinte. Que s'était-il passé? Ils étaient peut-être déjà repartis. Quelle malchance, ruminait-elle. Après la crise de ce matin, elle attendit, nerveuse et tourmentée, éprouvant le sentiment qu'elle avait passé sa journée justement à les attendre. Puis, après un long moment, elle finit par les apercevoir. Derrière la vitre du hall d'entrée. Ils arrivaient, emmitouflés comme il se devait, en retard mais apparemment tranquilles. Coucou, leur fit-elle, souriante et accueillante, depuis les bassins. Ils avaient très simplement pris leur temps. Nine fut enfin soulagée. Elle avait été cependant si préoccupée qu'elle n'éprouva aucune envie de se baigner. Elle souffrait d'un tempérament extrêmement frileux et considérait qu'elle avait eu pour le moment son comptant d'efforts. Elle n'allait pas, en outre, contraindre son organisme à s'habituer à la température aquatique qui n'était pas infiniment accueillante. Marc et Delphine parcoururent de nombreuses longueurs dans le grand bassin.
Delphine, qui savait à peine nager quelques mois plus tôt, avait bien progressé, probablement grâce au conseil de Marc. Nine apprécia ces instants de pause. Elle aimait cet endroit qui lui rappelait des souvenirs de l'enfance des garçons. Ils y venaient en général le dernier après-midi des vacances pour attendre qu'il soit l'heure d'aller à la gare et de prendre le train de nuit. Nine ne pouvait cependant être complètement détendue. Elle devrait encore affronter un moment difficile dans la soirée. Elle devrait annoncer à Marc la délicate nouvelle des futurs cours particuliers. Nine avait agi sans lui en parler, mais il lui était apparu sur le moment tout à fait hors de question qu'il abandonne le ski, et elle avait pensé à cette solution, des conseils donnés par un moniteur. Elle n'avait pas hésité. Elle n'avait pas sollicité Roland, dont elle connaissait d'avance la réponse. Parle-en à Marc, lui aurait-il dit. Marc aurait refusé. Nine avait donc agi de son propre chef. Elle avouerait tout le soir même. Elle n'était pas rassurée. Elle affronta cette périlleuse situation autour de la table du dîner. Elle déclencha immédiatement les hauts cris indignés de Marc, et évidemment totalement opposé à cette organisation et qui, de plus, ne pouvait absolument pas apprécier d'être traité ainsi comme un garçonnet quasiment devant sa petite amie. Il fulminait. Nine ne pouvait pas décider à sa place. Elle devrait appeler le lendemain, à 8h15, à l'ouverture des bureaux de l'école de ski. Elle annulerait ses cours inadmissibles. Les rendez-vous avec le moniteur étaient fixés à 8h45. Nine écouta son fils. Elle n'eut d'autre choix que de se plier à sa demande. Elle ne téléphona cependant pas, en accord cette fois-ci avec Roland. Quelle excuse aurait-elle pu invoquer? Elle pensait que Marc finirait par consentir. Nine ne souhaitait pas en cette affaire remporter une quelconque victoire sur lui, mais elle supposait qu'il serait gêné de disperser à tout vent des sommes non négligeables, d'autant plus qu'il avait évidemment conscience du regard porté sur cette affaire par sa petite amie. Nine ne décrocha donc pas son téléphone. Marc l'appela. « Tu as pu leur parler ? Demanda-t-il. Non, ils ne répondent pas. Fin de la conversation. Marc la rappela quelques minutes plus tard. J'ai téléphoné, lui dit-il. Ils ont immédiatement répondu. J'ai dit que je ne pouvais pas poser le pied par terre, c'est annulé. Tu vas être remboursé. Tu m'as menti, maman, tu n'as pas essayé de téléphoner. Mais si, je t'assure. Marc ne saurait probablement jamais la vérité concernant cet épineux épisode, ni n'ayant, quoi qu'il en soit, et sur le moment, aucune envie de la lui révéler. Les deux frères continuèrent par la suite à skier tranquillement chaque matin. Les pistes accessibles étaient certes en nombre limité, la neige n'étant toujours pas tombée, mais le sport, même s'il était moins drôle, n'en était pas moins tout à fait praticable. L'ambiance redevint paisible. Marc avait, le jour de la tempête, au retour du ski et sous le coup de la colère, intensément vitupéré. Nine avait, sur le moment, cueilli ses propos, sans distance, comme s'ils exprimaient une indiscutable vérité. Elle avait cédé à la panique, il était hors de question à ses yeux qu'il demeure ainsi, inactif, jusqu'à la fin des vacances, elle avait agi. Et elle avait eu tort, Marc avait parlé sans réfléchir, Nine s'était présentée au mauvais moment. Simon eut ensuite beau jeu de commenter l'agitation de sa mère. Mais maman, lui dit-il une fois la bourrasque des émotions apaisée, pourquoi t'es-tu affolée? Il fallait le laisser parler. Une conclusion qui était en tout point équivalente à celle qu'il avait formulée la veille de leur départ. Nine s'était épuisée à tenter de trouver une solution, puis elle s'était sentie stupide. Elle s'était dit qu'elle aimerait bien à l'avenir faire preuve, si elle en était capable, d'un plus grand discernement. Chapitre suivant. Douceur. Ces vacances furent douces, tel serait l'objet de ce chapitre qui suivrait celui du coup de vent essuyé par la famille le mardi 20 décembre
pour cause d'intempéries climatiques bien réelles quant à elles. Il n'était pas simple d'exprimer au lecteur cette douceur des vacances. Nine, alors qu'elle entamait la rédaction de ses paragraphes, devait se garder de la formule creuse, les vacances furent douces, qui ne convaincrait pas, qui ne serait ni argumentée, ni précisément décrite. Sur le moment, Nine avait spontanément perçu cette harmonie qui accompagnait leurs jours. Il lui faudrait le 27 février, 2 mois après la malencontreuse tempête, au moment où elle abordait ce point, tenter de traduire avec les mots ce sentiment diffus et presque insaisissable de bien-être. Nine avait retardé, ce jour-là, le 27 février, sa séance d'écriture. Elle avait dû écouter Léna, une amie roumaine, qui lui avait longuement raconté, sur répondeur et à plusieurs reprises, les multiples impasses de sa vie, son travail d'intérimaire à la SNCF qu'elle ne supportait plus, ainsi que le caractère de son récent compagnon qu'elle ne tolérait pas davantage. Après cette écoute peu réjouissante, Nine s'était penchée sur cette tâche délicate, consistant à décrire la douceur des vacances autrement qu'en l'affirmant de façon péremptoire ou en la déployant comme un étendard ostentatoire. Elle essaierait d'en montrer la texture et la matière. Elle s'y efforcerait. Les choses réellement faciles dans la vie étaient, Nine le supposait, du moins, singulièrement rares. Elle serait persévérante. L'insistance et la ténacité étaient le plus souvent, toujours selon elle, payées de retour. Elle tenterait de retrouver en elle l'intériorité de cette douceur des jours passés là-bas, sur les chemins arborés qui bordaient la rivière. En premier lieu, ce sentiment d'harmonie qu'elle avait éprouvé sur le moment n'avait pas été exclusivement subjectif. Il n'avait pas été uniquement perçu par elle, mais aussi par l'une de ses amies, à partir des récits qu'elle lui avait faits quotidiennement de leur semaine à la montagne. Nine avait l'habitude de se confier. Elle commentait ses jours à quelques personnes proches de son entourage, à Rosalie par exemple, qui n'écrivait pas, qu'elle avait connue dans sa jeunesse et dont l'amitié s'était renforcée quand celle-ci, enseignante dans le Val-de-Loire et mère de 2 enfants, avait traversé l'épreuve d'un épuisant cancer. Nine était aussi bien évidemment soutenue par sa famille, son mari, ses enfants et sa mère. Elle entretenait des liens avec Cathy, sa seconde sœur. Mais à dire vrai, si Nine n'avait pas fait l'effort de l'appeler régulièrement et de lui proposer de la rencontrer, Cathy ne se serait pas tournée vers elle. Comparée à Cathy, Nine se montrait active et volontaire. Était-ce cependant réellement important? Une forme de proximité existait de la sorte entre les 2 sœurs. Elles se rencontraient, elles bavardaient dans un café près de l'Opéra Garnier, même si c'était Nine plus que Cathy qui s'intéressait et lui posait des questions sur son travail, ses enfants et ses différents loisirs. Des personnes connues dans son atelier étaient devenues des amies. Parmi les plus intimes figuraient Nino et Louise, Bory et Sylvie, qu'elle avait réunis au mois d'août. L'ambiance estivale était alors trop calme à son goût. Elle les rencontrait quand elle éprouvait le besoin de travailler ses textes en compagnie plutôt que seule. Quant à Gabrielle, qui habitait le Val d'Oise, elle occupait une place bien particulière auprès de Nine. Toutes deux se donnaient la main à leur façon chaque jour par répondeur interposé. Ce lien s'était établi spontanément au fil du temps et il faisait partie de leur vie quand Nine avait pris le train pour la montagne. Gabrielle souffrait de son enfance où elle avait été maltraitée par une mère alcoolique. Son père avait délibérément ignoré l'attitude de sa femme envers ses 3 filles. L'une de ses sœurs s'était suicidée à l'âge de 17 ans. Gabrielle et son mari se débattaient dans des difficultés financières. Elle souffrait de sévères troubles de santé, dont une fibromyalgie qui la harcelait sans répit
Elle avait conscience que ses souffrances physiques intenses et incessantes étaient issues de son enfance. Gabrielle était devenue la confidente de Nine. Elle écoutait par lettres orales interposées ses états d'âme ainsi que le récit de ses journées. La réciproque était vraie. L'échange en ce domaine est indispensable pour qu'une amitié soit riche et durable. Elles s'aidaient mutuellement. Nine encourageait Gabrielle dans son écriture. Celle-ci auto-éditait ses livres à l'occasion du Salon du Livre de Paris. Nine organisait dans un café du parc des expositions une réunion avec ses amis qui présentaient leur travail de l'année. Gabrielle écrivait ses propres textes, autobiographiques et dramatiques. Elle jouait également avec les consignes que Nine proposait chaque semaine dans l'atelier d'écriture qui se tenait au Pizza Hut du square des Innocents près du Forum des Halles. Gabrielle ne pouvait rejoindre le groupe depuis sa lointaine banlieue. Elle travaillait au CNED, elle avait 2 enfants, et ses obligations étaient aussi nombreuses que les multiples poissons d'un banc tropical. Mais elle adressait ses textes par mail au groupe du jeudi. Elle participait ainsi, à sa façon, à l'atelier. Ses textes, drôles et originaux, désopilants, étonnants et ludiques, étaient à l'opposé de ces récits spontanés. Nine les qualifiait de textes en couleur. Elle conseillait à Gabrielle de les rassembler en vue du Salon du Livre sous la forme d'un recueil humoristique et profond tout à la fois. Nine et Gabrielle se tenaient au courant de leur vie, et Nine avait trouvé le temps à Chamonix de lui dire quelques mots chaque jour, entre 17 et 18 heures, quand elle sortait le chien dans le jardin de la copropriété. Elle lui racontait l'air du temps, c'est-à-dire si elle percevait la joie en elle-même, au fil des heures passées dans l'atmosphère vivifiante de la vallée, et quelles avaient été ses activités de la journée avec Roland, ainsi qu'avec les jeunes. Gabrielle lui répondait que sa vie, d'après ses récits, lui semblait douce, là-bas, dans les rues de Chamonix, les pieds sur terre et le regard tourné vers les arbres, les toits des maisons et les silhouettes des hautes montagnes. Telle était sa perception, qui était certes issue des propos de Nine, mais aussi de sa sensibilité propre. La quiétude des jours de Nine, remarquée par Gabrielle, devait donc, dans ces conditions, recouvrir une certaine réalité. Tout d'abord, Nine vivait bien avec Roland. Elle avait d'ores et déjà perçu ce progrès ces derniers mois à Paris ainsi qu'à Kerbian. Elle avait gagné en insouciance, a-t-on écrit plus haut, de même que elle n'était plus préoccupée par les pensées intérieures supposées de Roland. Nine a eu confirmation de cette amélioration sur les chemins au bord de la rivière et au pied des pistes du Savoie. Elle ne s'affolait plus. Elle ne craignait plus les éventuels accès de morosité de Roland. Elle demeurait calme et posée. Elle n'avait surtout aucune envie de s'abîmer dans un gouffre de tristesse. Rien ne méritait qu'elle s'y précipitât. Tous deux vécurent, par exemple, l'un de ces moments risqués qui l'auraient auparavant aisément enfermé dans une prison de désespoir. Tiens, avait remarqué Roland le premier matin, alors qu'il retrouvait Nine dans l'appartement. Il revenait chargé de différents achats alimentaires. Croyais que tu étais sortie faire telle et telle course. Nine avait été surprise. Roland n'avait pas été explicite avant de gagner la supérette du quartier. Elle n'avait pas compris l'organisation qu'il avait en tête et elle l'avait attendu, confortablement installé devant la porte-fenêtre qui découvrait de jolis chalets étagés sur un flanc de montagne. Roland avait marché longtemps, il était fatigué et contrarié. Il avait imaginé une participation plus active de Nine qui aurait pu s'effondrer, mais elle s'y refusa. Elle décida de résister, prenant le parti, tout à fait volontairement, de rester sage et détendue. Les antidépresseurs qu'elle prenait régulièrement l'aidaient peut-être dans sa détermination, mais peu lui importait, à dire vrai, la raison chimique ou plus personnelle de son état d'esprit. Le résultat comptait. Elle agirait sans hésiter pour ne pas céder le pas au malheur. On approchait de 11 heures du matin. Roland aspirait au repos, alors que Nine, qui avait passé son temps à l'attendre,
se sentait pleine d'une énergie qu'elle avait envie de dépenser. Elle percevait le mécontentement de Roland, mais ne voulait à aucun prix se laisser entraîner sur la pente affligeante qu'elle avait trop souvent dévalée dans son passé. Elle prit son sac et elle sortit. Elle longea le bas de la piste du Savoie, qui découvrait par endroits et par manque de neige une herbe grise et humide. Elle se dirigea vers le club Méditerranée. Elle connaissait bien ce lieu, ayant déjà repéré les années précédentes les cafés, salons de thé ou d'hôtel agréables de la ville. Elle adressa un souriant bonjour au gentil organisateur posté devant la porte d'entrée, dont la fonction était précisément d'accueillir cordialement tout nouvel arrivant. Nin utilisait le sésame notoire de ce salut décontracté et apparemment parfaitement habituel qui permettait d'accéder aux commodités de l'endroit. Elle prit la direction du salon de repos, situé face au départ des téléskis, équipé d'ordinateurs et d'une table de ping-pong, avec vue sur les montagnes dont les cimes étincelaient sous le soleil. Nin avait également vue sur une mignonne famille. Le père et la mère avaient entre 50 et 60 ans, ainsi que des revenus que l'on pouvait supposer confortables. Leur fille, d'environ 18 ans, blonde et pulpeuse, jouait au ping-pong avec sa mère. Le père les encourageait. Cet homme, à l'origine de l'aisance matérielle de sa famille, était probablement, Nin le supposait du moins, assez désemparé devant ces quelques jours exceptionnellement distraits à sa vie trépidante d'homme d'affaires. Il goûtait des vacances avec sa femme et sa fille qui devaient constituer le cœur de sa vie et pour lesquelles il dépensait sans compter ses efforts d'homme habile et persévérant. Il observait avec attention les allers-retours de la petite balle. Il accompagnait chaque coup gagnant d'un démonstratif commentaire admiratif. Les activités que tous trois pouvaient entreprendre ne devaient pas être très nombreuses, sans doute en raison du manque de neige. Ils n'étaient peut-être pas de grands intellectuels, mais ils semblaient conciliants et attentifs les uns aux autres. Nin les trouvait touchants. Là était bien l'essentiel de la vie, lui semblait-il. Elle regagna l'appartement quelques 3/4 d'heure plus tard, croisant désormais au large des récifs de la tristesse. Roland lui parut avoir atteint, lui aussi, une plus paisible contrée. Le danger était passé. Nin avait décrit à Gabriel leur installation auprès du massif du Brévent, ainsi que l'ambiance du moment. Elle avait poursuivi ses récits pendant toute la semaine, et les commentaires de Gabriel n'avaient pas varié. Elle lui disait qu'elle lui semblait détendue. Nin percevait qu'il en était effectivement ainsi. Même en cet unique moment de tension, la douceur n'avait à aucun instant complètement disparu. Nin avait confiance en Roland. Elle désirerait, dans tous les cas, poursuivre sa vie avec lui, pour la seule raison qu'il était lui-même et personne d'autre. Il pourrait être désagréable, manifester une certaine mauvaise humeur temporaire. Elle lui conserverait sa confiance à lui et à elle-même également. Elle resterait pour sa part imperturbable et joyeuse. Elle afficherait, s'il le fallait, un sourire, éventuellement quelque peu forcé ou volontaire sur le moment, mais elle ferait en sorte que le détestable oiseau de la mésentente et de l'irritation ne fonde pas sur eux. Elle aurait tout simplement ce que l'on nomme habituellement un bon caractère. Roland serait dans ces conditions sans conteste le grand gagnant de la détermination de Nin. Il se sentirait rassuré par une femme moins fragile, qui ne s'effondrerait plus au premier fraîchissement de la brise. Nin avait d'ores et déjà adopté ces derniers temps ce comportement, et elle n'avait fait que le maintenir pendant leur séjour à la montagne. La douceur que Nin percevait désormais dans sa vie lui semblait plus évidente encore à Chamonix. Ils étaient là,
Tous ensemble, de par sa volonté, Nin avait créé une situation à risque, puisque peu habituelle, et tout compte fait, mis à part l'accrochage de la tempête en montagne, les récriminations de Marc, qui étaient probablement le plus difficile à vivre du groupe, ne s'étaient pas manifestées. Roland et Nin s'éveillaient le matin, la journée s'écoulait ensuite, dépourvus de tâches domestiques, ils marchaient, ils déjeunaient d'une salade, ils en profitaient pour bavarder et jouer aux échecs, ils retrouvaient ensuite les jeunes, ils gagnaient des endroits fréquentés par de nombreux touristes. Ce type de divertissement n'éveillait pas la passion de Nin, mais elle les vivait sans déplaisir, la famille en avait décidé ainsi, elle-même était à l'origine de cette situation. Par écouteurs interposés, des livres audio déversaient leur flux de mots dans ses oreilles. Le restaurant suivait, accompagné par des conversations plus ou moins animées. Les échanges furent plutôt réussis l'un des premiers soirs, lorsque Nin avait acheté les cartes de jeu proposant des devinettes et des énigmes logiques. Le soir suivant n'avait pas reconduit le même succès. Il eût été assurément trop facile de compter sur la reproduction du même. Mais il formait une famille. La famille existait, malgré l'âge de son grand-fils, qui n'habitait plus à la maison. La famille était solide, Nin s'en réjouissait. Les journées étaient douces parce qu'ils étaient ensemble. Il suffisait de se laisser porter sans obligation d'intendance matérielle. Les parents d'un côté et les jeunes de l'autre se croisaient, ils se souriaient, ils contemplaient des panoramas de hautes montagnes célèbres pour leur beauté dans le monde entier. Nin avait conscience de cette harmonie qui lui était accordée. Elle découvrit avec Roland, pendant l'une de leurs balades du matin, une exposition de photos sur la place de l'église devant l'office de tourisme. La passion des vainqueurs de sommets, renommés ou méconnus, contemporains ou appartenant au siècle passé, leurs épopées et leurs fins, souvent tragiques, étaient précisément documentées. Ils accédèrent avec les jeunes au vertigineux sommet de l'aiguille du Midi, où l'oxygène raréfié les faisait tanguer sur les passerelles et les plateformes d'acier. Ils visitèrent le site de la mer de glace, ils prirent connaissance de l'histoire de la découverte et de la fréquentation, d'abord confidentielle puis célébrissime, du fameux glacier. Les étapes marquantes se situaient au XVIIIe et XIXe siècle. Des traces étaient toujours présentes, telles un modeste temple dédié à la nature ou un grand hôtel dont la silhouette dominait, à l'époque de sa construction, des amoncellements de rocs glacés. Des gravures évoquaient ces bâtiments tels qu'ils étaient à l'origine, ainsi que l'ambiance de ce temps, à l'aube du tourisme montagnard. Nin était ému par ces représentations qui établissaient un lien direct entre le moment présent et la découverte quelque 200 ans plus tôt de ce lieu qui parut romantique et sauvage à ses premiers explorateurs. Un obligeant touriste prit une magnifique photo. Elle est à Paris maintenant, tirée sur papier et en vue sur un guéridon dans l'appartement de Manou, la mère de Roland. Ils y figurent tous les 5 souriants devant une mer de glace grise sur ses rives et en son centre, bien différente, des flots d'écume immobilisés sous l'effet d'une bise glaciale, telle qu'elle fut décrite par l'un des auteurs enthousiastes du siècle des Lumières. Ce glacier-là n'existait plus. La neige avait disparu, les moraines accumulées, qui ressemblaient à de ternes gravillons, avaient remplacé les anciennes étincelantes cascades de glace.